Un proverbe africain dit qu'il faut un village pour élever un enfant. J'ajouterais qu'il en faut également un autre pour prendre soin de celles et ceux qui les élèvent. Je suis Sybille, maman, RH et coach professionnel certifié. Ici, on parle de ces chemins de vie qui transforment, qui bousculent et qui relient. Bienvenue dans Mercredi, le podcast qui fait entendre la voix des parents et de celles et ceux qui les accompagnent. Les épisodes paraissent un mercredi, parce que le mercredi, ce n'est pas seulement le jour des enfants, c'est aussi le jour où je prendrai la parole et vous la donnerai. Prenez une grande respiration. On commence! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Mercredi, on va parler d'un sujet aussi intime qu'universel, l'allaitement. Un sujet qui touche au corps, à la maternité, mais aussi au regard des autres, au travail et à la société tout entière. Pour en parler, j'ai la joie de recevoir Florence Lahaye. Maman, préparatrice en pharmacie, consultante en lactation IBCLC, formatrice en allaitement, ancienne présidente de la COFAM et fondatrice du label EFAM, dédié à la place de l'allaitement dans les entreprises. À travers son parcours, Florence nous rappelle que l'allaitement n'est pas qu'une affaire de choix personnel. C'est aussi une question de culture, d'accompagnement et de regard collectif. Ensemble, on parlera de liberté, d'écoute, de transmission et d'engagement, pour que chaque parent puisse vivre cette aventure ou y renoncer dans la sérénité et sans jugement. Bonne écoute! Bonjour Florence, merci de ta présence aujourd'hui dans l'épisode de mercredi sur la thématique de l'allaitement. Avant tout, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter en quelques mots? Bonjour Sybille, déjà merci, un grand merci de me donner la parole et de parler de l'allaitement maternel qui est très cher à mes yeux. Donc je suis préparatrice en pharmacie, je suis maman de 3 enfants, également mamie d'une petite fille de 2 ans. J'ai allaité mes enfants sur des durées assez différentes et je peux dire qu'on c'est vraiment à mon 3e enfant où j'ai pu allaiter aussi longtemps que je le souhaite. Après donc cette 3e allaitement, à la pharmacie, du coup, les collègues m'envoyaient les mamans pour des conseils, pour les accompagner. Et c'est vraiment à cette période-là où on peut dire que je suis tombée dans la marmite de l'allaitement maternel, où vraiment ça m'a vraiment passionnée et j'ai commencé à me former. Et j'ai cherché en fait les formations qui existaient pour les pharmaciens et préparateurs. Et il n'en existait pas. Et donc j'ai créé mon organisme de formation et j'ai créé une formation donc sur l'allaitement maternel, mais dédiée aux officines, ce qui n'existait pas. Donc une initiative voilà, qui a été récompensée donc, par le prix formation des moniteurs en pharmacien. Donc c'était aussi très agréable en tant que préparatrice de pouvoir apporter aux officines et d'être reconnue aussi par les pharmaciens. Donc j'ai continué donc la formation continue et puis j'ai passé le cap de passer la certification de consultante en lactation IBCLC. Merci pour tout ça. Avant de revenir sur ce parcours professionnel assez riche, on va revenir sur ton histoire de maman, puisque c'est là où tout a commencé, comme tu l'as dit. Donc, tu as effectivement vécu 3 expériences très différentes lors de l'allaitement de tes 3 enfants. Tu me parlais d'une mastite pour le premier, d'un arrêt précoce pour le deuxième, et donc d'une expérience un peu plus longue pour le troisième allaitement. Et comme tu l'as dit, tu es tombée dans la marmite de l'allaitement à ton troisième enfant. Je trouve ça très joli comme phrase. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette expérience en tant que maman? Donc sur mon expérience en tant que maman, moi la question ne s'est pas posée. Pour moi, c'était l'allaitement. Ça ne s'explique pas. On sait aujourd'hui que les enfants qui ont été allaités, les mères qui ont été allaitées vont plus facilement allaiter. Euh,
Voilà, pour moi, c'était une évidence. J'allais allaiter mes enfants, alors qu'autour de moi, mais vraiment personne n'allaitait. Hein, mes amis, la famille, j'avais pourtant vu personne allaiter de proche. Donc, à mon aîné, donc, qui a 26 ans, euh, voilà, donc j'ai allaité. Et puis un jour, j'ai une mastite et le médecin me dit, bon, antibiotiques et on arrête l'allaitement. Donc, comme j'avais pas plus de connaissances que ça, bah, j'ai arrêté l'allaitement. À ma deuxième fille, qui a aujourd'hui 24 ans, bah, c'était différent. Je passais des examens et puis bah, je ne savais pas qu'on pouvait tirer notre lait pour le préserver, pour continuer la lactation. Donc pour moi, je me suis dit, bon, bah, je suis obligée d'arrêter l'allaitement. Donc j'ai arrêté l'allaitement pour passer les examens. Et puis, au troisième enfant, donc, qui a aujourd'hui 17 ans, ce qui a été différent, c'est là où on se rend compte de l'impact, c'est la durée du congé maternité. Là, effectivement, j'avais un peu plus de connaissances sur l'allaitement. Euh, et j'ai vraiment allaité beaucoup plus longtemps parce que le congé était plus long, parce que j'en savais plus sur l'allaitement. Et puis c'est vrai que ben, quand tout roule au niveau de l'allaitement, ben, c'est presque entre guillemets difficile de s'arrêter et de se dire mais pourquoi arrêter puisque on apporte tout ce que l'enfant a besoin au niveau nutritionnel et puis au niveau charnel, au niveau relationnel. Ce sont des moments qui sont vraiment particuliers. Euh, donc, euh, donc ce troisième allaitement, bah, je l'ai vécu vraiment pleinement. Et après coup, je pense que ça a un peu réparé ces deux premiers allaitements qui ont été un peu écourtés euh, par manque de connaissances, par manque d'accompagnement. Voilà, après, c'était il y a un certain temps, hein, donc on n'accompagnait pas l'allaitement comme on le fait aujourd'hui quand même. Et ton troisième enfant, t'as pu l'allaiter combien de temps du coup? Donc mon troisième enfant, je l'ai allaité à peu près 10 mois. Donc quand j'ai repris le travail, j'ai repris en mixte. Donc du coup, je l'ai ouais, à peu près 10 mois. C'est important d'avoir le retour du coup de la maman, effectivement, pour comprendre là où tout a commencé dans ta vision de cet allaitement. Et donc, comme tu le disais dans ta présentation, donc tu es préparatrice en pharmacie et c'est effectivement un lieu de passage incontournable pour les jeunes parents, notamment en sortant de la maternité. À quel moment, toi, tu t'es dit, voilà, il faut qu'on forme les pharmaciens à l'allaitement? Comment ça s'est passé un peu plus en détail? Bah, ça s'est passé assez naturellement. Pour moi, c'était une évidence. Les autres professionnels de santé, sages-femmes, pédiatres, médecins, sous-estimaient vraiment l'impact de la place de la pharmacie. Et je l'ai vu en intégrant le réseau périnatalité 35 qui s'est régionalisé. Où effectivement, quand je suis arrivée, on m'a dit oui, préparatrice, ok, les pharmacies, qu'est-ce que ça va apporter en fait. Et, et c'est ça en fait qui m'a aussi poussée à aller dans ce sens, c'est que autour, on sous-estimait la place de la pharmacie, alors que la première chose qu'une maman fait quand elle sort de la mater, elle se rend à la pharmacie pour venir chercher ses médicaments, le traitement pour son bébé, voire un tire-lait si on a besoin. Et c'est un lieu qu'elle connaît, il n'y a pas de rendez-vous, des professionnels en qui elle a confiance, et elle sait qu'elle peut venir voilà, n'importe quand aux heures d'ouverture, elle trouvera du monde et elle pourra aussi avoir des informations fiables. Ce qui est super important aujourd'hui avec bah, l'émergence des réseaux sociaux où on entend tout et n'importe quoi. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'apporter des informations fiables. Et à l'officine, si on n'a pas l'information, ben on dirige vers un autre professionnel de santé qui l'accompagnera.
Donc cette formation, elle était pour moi une évidence, vraiment apporter aux équipes officinales euh, un bagage pour accompagner au plus près les mères. Et on sait que en début de l'allaitement, c'est une période qui est un peu en transition. Et c'est une période charnière au niveau de l'accompagnement. Plus on est accompagné pendant cette période, voilà, on bâtit les bases en fait. Et plus ces bases sont solides, et plus on est à même de répondre aux besoins de l'enfant et de déjouer un peu les grains de sable qu'on peut rencontrer quand on allait. Et cette formation-là que tu as créée, du coup, elle reprend quelle thématique principale? Voilà, c'est une formation qui est longue, qui est courte. C'était c'est une formation d'une journée qui a évolué par la suite, mais à la base c'était une journée, principalement sur la physiologie de la lactation. Déjà, savoir comment fonctionne la lactation, c'était important. Et puis, justement, on parle des difficultés, des grains de sable qui peuvent subvenir pendant l'allaitement. Et puis, le matériel aussi associé à l'allaitement. Et sachant que ce qui est intéressant, c'est que plus on se forme en allaitement, et moins on utilise de matériel. L'idée, c'était que les officines donnent les bonnes informations aux mamans et qu'elle n'ait pas un échec d'allaitement suite à une mauvaise information. Parce que des fois, prendre un exemple, un bébé qui a des fois difficulté de prise de poids, on va facilement, et les professionnels de santé les premiers, mettre en place un complément en lait industriel, et ça a un impact. On peut, alors certes le bébé va prendre du poids, mais on va baisser la lactation, et c'est une mère qui va avoir du mal à récupérer et à continuer à allaiter si on continue ces compléments. Plutôt que de se focaliser sur l'allaitement et de mettre en place un accompagnement pour augmenter cette lactation et pour répondre au mieux aux besoins de l'enfant. Alors, des fois, les difficultés de prise de poids, c'est pas un problème de production de lait, c'est un problème de succion du bébé. Et donc souvent, euh, bah, on repose un peu la responsabilité de la prise de poids, de l'allaitement sur la mère, mais c'est pas seulement la mère, il y a une dyade en fait, il y a la mère et l'enfant, et lorsqu'on a un bébé qui a des difficultés de succion, eh bien c'est difficile de mettre en place une lactation. Donc si on n'a pas cette vision-là, bah voilà, on peut dire à une mère, bah, voilà, ça ne fonctionne pas, vous n'avez pas assez de lait, donc passez au biberon, quoi. Oui, et donc dans ce que tu dis là, il y a aussi quand même une histoire de culpabilité, comme tu le dis, qui peut rayonner autour de la mère, de se dire je n'ai pas produit assez de lait, alors que le problème n'était pas forcément là. Ça peut être le cas, hein, parce qu'il y a plein de sujets. Et justement, dans le cadre que tu évoques là, parce que je veux bien qu'on détaille un peu, si Mhm. c'est un problème de succion d'un bébé, effectivement, comment est-ce que du coup, alors là on parlera sur le métier de consultante de lactation juste après, mais peut-être que cette casquette va intervenir ici aussi. Qu'est-ce qu'une maman peut faire dans ce cadre-là, si elle produit assez de lait, si elle n'a pas besoin d'être stimulée sur cette notion de production en elle-même, mais si c'est le bébé voilà, qui n'arrive pas forcément à bien se positionner, si c'est un problème de succion, c'est quoi les solutions qui peuvent être envisagées? Alors, au niveau par exemple, du difficulté de prise de poids, on a des fois des mamans, le bébé est mis au sein, on a un mouvement de la mâchoire, et typiquement, on va lui dire, oh, votre bébé tète bien. Sauf qu'au bout de 3 4 jours, il y a un problème de prise de poids, et là, on va dire, ben, vous n'avez pas assez de lait. Alors que typiquement, ça peut être un problème de succion, et il faut agir de ce côté-là. Donc l'idée, c'est vraiment euh, d'accompagner. Il y a tellement de... Il y a beaucoup de tableaux différents. Mais si par exemple on a un bébé par exemple qui fatigue et qui s'endort rapidement,
bah, il ne va pas stimuler de façon efficace et il ne va pas exprimer le lait. Donc une stimulation inefficace et une expression limitée, on a bah, une lactation qui ne se met pas en place. Donc c'est vraiment de voir au niveau du bébé qu'est-ce qui peut le gêner au niveau de la bouche. Donc ça peut être une séance d'ostéopathie avec des ostéopathes assez spécifiques. Moi, j'aime bien travailler avec les ostéopathes CEROP parce qu'ils ont une formation en périnatalité qui est plus poussée. Et voilà, on décrit un petit peu l'ostéopathie ou autre, mais il y a différentes formations d'ostéopathie aussi en complément de la formation initiale. Euh, et puis on va proposer des positions différentes, des positions qui vont faciliter la prise du sein, une prise de sein un peu plus importante, même si le bébé a du mal à ouvrir la bouche. Donc voilà, il y a pas mal de choses, la liste est longue et en parallèle de ça, si on a un bébé qui a des difficultés, il faut absolument stimuler la lactation. Donc l'expression manuelle est un très bon moyen de stimuler la lactation. Et suivant la maman, on lui propose, on lui explique et elle peut également utiliser un tire-lait. Donc cette aide, c'est vraiment pour stimuler cette lactation qui n'est pas efficiente avec le bébé, pour euh, d'un côté que la lactation se mette en place et tout ce qui est tiré va être donné au bébé, et de l'autre côté, le temps que le bébé soit plus efficient à la succion, bah, qu'il continue à prendre du poids. Donc ça permet et de mettre en place la lactation et de limiter la perte de poids. Et c'est quelque chose vraiment de sur mesure, comme tu le dis, hein. Là, on prend un cas, mais effectivement, sans forcément avoir la maman et le bébé en face de nous. Mais donc, c'est un exemple qui peut parler à certaines. Ça ne veut pas dire que c'est la solution unique, hein, pour toutes les mamans qui nous écouteraient. Mais l'idée, c'est de pouvoir se rapprocher de professionnels qui ont cette expérience, cette expertise. Donc, toi, tu as formé des personnes, du personnel des officines. On va parler des consultantes en lactation juste après. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de comprendre à travers ça que voilà, l'allaitement, c'est pas forcément un parcours très simple, mais qu'avec les bons conseils et le bon soutien, on peut trouver des solutions qui vont permettre au bébé de trouver la bonne posture pour l'allaitement. Mais aussi, effectivement, parce que, comme tu le dis, si le bébé ne stimule pas assez parce qu'il n'arrive pas à bien prendre le sein, finalement, bah, la maman va perdre son efficacité au niveau de l'allaitement, comme c'est pas stimulé. Et voilà, on peut croire à tort que finalement, la maman ne produit pas assez de lait alors que c'est un concours de circonstances. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Ça veut dire qu'on travaille sur le bébé pour lui apprendre et l'accompagner dans cette prise de position. Mais on accompagne la maman à stimuler dans l'intervalle à travers un tire-lait ou toute autre façon de stimuler un peu plus naturelle encore que le tire-lait pour vraiment se dire, voilà, la maman continuera et poursuivra cet allaitement malgré cette épreuve et cette étape. Voilà, c'est comme tu le dis, j'aime bien l'expression voilà, des petits graviers. C'est pas un gros caillou finalement grâce à l'aide qu'on peut retrouver des professionnels. Donc en t'écoutant là, on comprend voilà, que pour toi, cet allaitement, c'est pas juste une affaire de mère-enfant, c'est le cas aussi, mais c'est aussi un sujet collectif qui va impliquer tout un écosystème. Et donc, comme on le disait, toi, tu es consultante en lactation, donc un métier qui est peut-être encore méconnu. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une consultante en lactation, les missions et peut-être la différence entre bah, une conseillère en allaitement? Voilà, il y a des petites nuances dont on avait pu échanger ensemble. Oui, donc la certification de consultante en lactation IBCLC, elle est internationale. C'est une formation, donc il y a deux formations plus spécifiques en allaitement en France. Il y a le DU d'allaitement, qui est théorique, un DU universitaire. Et donc la formation de consultante en lactation, la grande différence, c'est que dans la formation de consultante en lactation IBCLC, on a une partie théorique, mais aussi on a une obligation de partie pratique.
on doit justifier d'heures d'accompagnement auprès des mères. Et c'est ce qui fait la différence d'une consultante en lactation IBCLC avec une professionnelle DU d'allaitement. Et il y a d'ailleurs des professionnels qui ont un DU d'allaitement et qui passent une certification IBCLC. Donc dans la certification IBCLC, la contrainte c'est que c'est pas reconnu en France. Donc ce ne sont pas des consultations qui sont prises en charge pour les mamans. Hein, donc là, le Conseil de santé publique, dans son dernier rapport là, pour le prochain PNNS, Programme national nutrition santé, en parle de cette piste, effectivement, qui est des consultations d'allaitement prises en charge, parce qu'on sait que ça a un impact sur la durée de l'allaitement. Donc, l'idée de la consultante en lactation IBCLC, en IBCLC, on a l'obligation de valider les SERPS, c'est des points de formation continue, qui est obligatoire pour tous les 5 ans garder cette certification. Au niveau de l'accompagnement, ce qui est assez spécifique, c'est que ce que tu disais tout à l'heure, c'est du sur-mesure. C'est-à-dire on colle vraiment au projet d'allaitement de la mère. Et ça, c'est hyper important. Moi, quand on me parle de protocole, de choses très figées, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et j'ai déjà d'ailleurs eu une maman une fois sur une consultation pour une reprise du travail qui était perdue et qui me dit j'ai vu une consultante en lactation et elle m'a dit de faire de telle façon pendant tant de temps. Elle me dit je pourrais pas, je vais pas pouvoir continuer à allaiter à la reprise du travail parce que ça va pas être possible, ça me prend trop de temps. Pour elle, c'était insurmontable. Donc je lui ai dit honnêtement, écoutez, je ne connais pas ce protocole, c'est peut-être nouveau, parce que justement, on est loin de tout connaître. Je lui ai dit par contre, moi ce que je vous propose, moi je propose toujours, hein, et les mamans et les parents disposent, c'est de faire un reset sur tout ce qu'elle vous a dit, et puis qu'on revoie ensemble vos conditions de travail, le matériel que vous avez, voilà, ce que vous avez envie de faire. Parce qu'on peut proposer plein de choses, mais si c'est pas l'envie de la mère, il n'y a aucun intérêt. L'idée, c'est de coller à son projet. Donc l'idée, c'est de vraiment, on passe beaucoup de temps à échanger et à poser des questions sur elle, ce qu'elle souhaite vraiment. Si, c'est spécifiquement dans l'allaitement, mais dans beaucoup de choses dans la parentalité, si déjà les professionnels de santé commençaient par la question, vous avez envie de quoi? On rendrait service aux parents. Parce que typiquement dans l'allaitement, on pourrait voir une maman qui a des blessures, qui a une crevasse, on pourrait se dire, bon, on va l'accompagner pour arrêter l'allaitement. Elle souffre, mais elle n'a pas envie d'arrêter d'allaiter. Ce qu'elle souhaite, c'est être accompagnée. Elle souhaite que son conjoint l'accompagne et ne lui dise pas, bon écoute, je vois que tu souffres, je vois que tu as mal, on va passer un biberon. Elle, ce qu'elle veut, c'est continuer d'allaiter. Et c'est ok, et on l'accompagne là-dedans. Si, au contraire, on a une maman qui pourtant, il n'y a pas de difficulté particulière, mais elle se sent plus bien dans son projet et elle souhaite arrêter, c'est ok aussi et on l'accompagne là-dedans. Et je trouve que souvent, on impose une solution aux parents, alors que déjà, je trouve intéressant de proposer plusieurs pistes. Ce que je dis aux parents, c'est je leur dis, voilà, il y a plusieurs possibilités, il faut les essayer. Vous les essayez et vous gardez celle qui vous convient le mieux. Parce que sans les essayer, c'est difficile de se projeter et de dire oui, je souhaite faire telle ou telle chose. Donc dans une situation, on essaye, ça me convient, ça convient à mon bébé, ça convient à mon couple. Eh bien on continue. Si je vois qu'il y a un des trois où ça colle pas, j'essaye autre chose. Et c'est ok. Il
il faut éviter de s'enfermer dans un schéma imposé. Donc pour la reprise au travail, il existe plein de solutions, plein de façons différentes de reprendre le travail, soit en exclusif, soit en mixte. Et ce qui est surtout important, c'est de coller au projet de la mère et qu'elle se sente bien dans ses pratiques pour qu'elle ne soit pas contrainte et qu'elle ne se sente pas obligée de quoi que ce soit, quoi. Ce que je trouve bien dans ce que tu dis là, c'est que tu parles de la mère, de quelque chose d'unique, effectivement, parce que c'est son projet, que parfois il y a des difficultés, mais je trouve ça intéressant, cette notion de se recentrer sur le besoin, le pourquoi, voilà, les valeurs, voilà, toute la culture, tout ce qui fait que la personne souhaite ou pas continuer son allaitement sans imposer une vision extérieure. Et le fait aussi de parler du couple, parce que un allaitement, c'est entre une maman et son bébé, parce que c'est la maman qui allaite. Mais il y a aussi effectivement le papa, le couple, ou enfin en tout cas le coparent aussi. Et c'est bien du coup de savoir que dans ces consultations-là, c'est vraiment le trio, on va dire, qui est pris en considération. Donc la maman, le papa et le bébé. Ça, c'est bien de le rappeler et de l'expliquer. On voit du coup que tu insistes aussi souvent sur la question d'éthique à travers la formation. Le fait de dire que ce soit le DU ou la formation IBCLC, il y a cet accompagnement voilà, avec l'éthique, un cadre de référence, et on s'improvise pas, hein, consultante en lactation. Donc ça, c'est important de le rappeler. On reviendra peut-être juste après sur là où on peut trouver les professionnels justement qui sont qualifiés là-dedans. Je voulais revenir sur un point, peut-être comprendre à quel moment une mère pourrait faire appel à une consultante, s'il y a un moment, parce que voilà, quand on a échangé ensemble, tu me disais que parfois les mères arrivent un peu tard dans le parcours. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, dans l'idéal, ce serait effectivement d'avoir une consultation pendant la grossesse pour répondre aux questions des mamans, pour lui expliquer le fonctionnement de la lactation, des difficultés, ou en tout cas des grains de sable qu'elle peut rencontrer, pour être en fait armée et de se dire oh là, je vois que je sens que ça se passe pas très bien, je réagis. L'idée vraiment, c'est, on parle d'empowerment, c'est vraiment de donner les clés aux parents pour qu'ils soient autonomes. Et souvent, les professionnels de santé veulent se rendre un peu euh, nécessaires pour que ça fonctionne. Dans l'idée, plus la maman, les parents sont informés, et mieux elle va répondre aux besoins de l'enfant, mieux elle va répondre à ses difficultés. Et elle va le faire toute seule. L'idée, dans une consultation, souvent, déjà, c'est de rebooster la mère et de lui redonner confiance. Et ça fait des fois 50% de la consultation parce que la mère, elle doute beaucoup. Et de lui redonner confiance, de lui dire non mais c'est vous qui décidez, c'est vous qui savez, c'est votre enfant. Hein, suivez votre petite voix intérieure et faites comme vous l'avez envie. Euh, Déjà, ça l'éclaire sur beaucoup de choses. Des fois, elle a envie de faire des choses, mais on lui a dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc, elle est un peu en distorsion. Oui, c'est ça, hein, il peut y avoir une dissonance. Et c'est bien cette suggestion de consulter pendant la grossesse parce que déjà là, on se fait une idée. Parfois, il y a des mères qui te disent non, j'allaiterai pas et finalement, la rencontre avec le bébé change tout. Ou inversement, des mères qui disent je veux allaiter et voilà, le fait d'essayer, bah, c'est pas complètement ce qu'elles pensaient. Mais d'avoir cet échange en amont, c'est déjà enlever certains tabous, être déjà en connaissance pour pouvoir prendre des décisions un peu plus éclairées. Cette notion d'autonomie, elle est intéressante parce que, comme tu le dis,
C'est vraiment au cas par cas, là encore et le fait de savoir, c'est de prendre le pouvoir un peu sur la situation. Voilà, pas hésiter en tout cas à prendre des rendez-vous même en amont et pas se dire, «Voilà, mon bébé n'étant pas encore là, quel serait l'intérêt de consulter une consultante en lactation?» Oui, et le point que je voulais rajouter, c'est que souvent les parents ne font pas un choix éclairé. On n'explique pas assez aux parents l'impact de l'allaitement au niveau de la santé. L'intérêt santé, il est vraiment sous-estimé. Il n'est pas expliqué aux parents. Et du coup, les parents ne font pas des choix éclairés. Et moi, je vois des fois des parents sur des consultes sur un deuxième ou un troisième enfant qui ont appris des choses et qui se disent non, mais moi, si j'avais su, j'aurais pu allaiter plus longtemps, ou j'aurais allaité, ou des fois des parents, vraiment des mères qui sont en colère, hein, parce que on leur a pas donné la bonne information au bon moment. Et en ce qui concerne l'allaitement, il y a un gros manque à ce niveau d'information pour que les parents fassent un choix éclairé. Ça, c'est évident. Parce qu'on n'est pas dans une société allaitement maternel. En France, on est dans une société biberon. Et donc, on a un petit peu oublié, voilà, on est des mammifères, près à la grossesse, on fabrique un lait qui est adapté aux besoins de notre progéniture. Et c'est donc l'allaitement, c'est la continuité naturelle de la grossesse et pour optimiser la santé de l'enfant à l'âge de l'enfant, mais surtout l'impact de la santé à l'âge adulte, qui est là sous-estimé. On est dans de la prévention santé en lien avec la durée de l'allaitement. Plus on allaite longtemps et plus les bénéfices santé sont importants. Et même si on donne juste la tétée après l'accouchement ou quelques semaines, quelques jours, c'est un bonus voilà, pour la santé. Ça, c'est bien de le repréciser aussi parce qu'effectivement, on parle d'allaitement, mais on oublie le rôle primaire de l'allaitement. Et effectivement, on est tous, oui, des mammifères au départ. Et parfois, peut-être se dire, bah, on se nourrit du lait d'un autre animal. Est-ce que c'est normal? Voilà, ça peut ouvrir en tout cas les questions, mais c'est bien de se poser aussi ce type de questions sur le pourquoi et sur, voilà, quand on fait un choix, d'avoir encore une fois une vision très complète. Et donc pour celles et ceux-là qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut retrouver du coup les professionnels qualifiés qui peuvent accompagner? Alors, au niveau des professionnels qualifiés, on peut les retrouver au niveau des réseaux de périnatalité. En général, dans les onglets allaitement, on a un annuaire des professionnels de santé formés. Donc, c'est DU ou IBCLC. Donc ça, c'est un premier point qui est souvent méconnu déjà des professionnels de santé et encore moins des parents. On a également, donc sur le site de la COFAM, on retrouve les associations de soutien, les associations de soutien à l'allaitement, toutes les associations ou professionnels adhérents à la COFAM apparaissent sur l'annuaire. Vous avez également le site de l'AFCL, donc l'Association française des consultantes en lactation, qui répertorie toutes les consultantes en lactation IBCLC adhérentes de l'association. Euh, et puis, on a également le site de Vania Milk, qui est un annuaire également des ressources en accompagnement à l'allaitement et sur lequel on retrouve les différents niveaux là, de formation, si c'est juste des mères aidantes, euh, des personnes qui ont une formation de 3 jours en allaitement, des personnes qui ont une formation un peu plus importante,
il y a des niveaux d'expertise. Et donc les parents, quand ils choisissent une personne pour l'accompagnement, ont cette visibilité sur la formation des personnes à qui ils s'adressent. Et on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, des fois, elles vont faire une formation de 3 jours et puis elles vont être consultantes en lactation ou accompagner l'allaitement. Et, euh, et il peut y avoir des dérives à ce niveau-là, alors de par les connaissances, mais aussi de par l'éthique. Hein. C'est vrai que il y a un côté éthique, respect, on va s'appuyer sur des sources valides, scientifiques, sur des recommandations. Et oui, on se sert de son expérience personnelle, mais c'est pas ça qui guide hein, l'accompagnement et la consultation. Il faut vraiment que ce soit sur des sources fiables et pour que les accompagnements soient aussi homogènes et que le discours soit homogène. Parce que souvent, on va avoir, mais des fois dès la maternité, hein, une maman qui va nous dire, j'ai eu 3 équipes différentes et j'ai eu 3 discours différents, je suis perdue. Et ça, c'est compliqué déjà à la maternité. On a des professionnels certains sont formés, d'autres pas, d'autres ont été formés il y a longtemps. Et dans la périnatalité, ce qu'on retrouve beaucoup, c'est euh, alors sur l'allaitement maternel ou d'autres sujets, tout le monde y va un peu de son conseil et de son expérience ou autre. Et on peut vite être perdu dans tout ça. Ouais, c'est ça, c'est ce que tu m'avais dit quand on avait échangé ensemble, c'est que parfois, voilà, on vient chercher un conseil professionnel et neutre et les personnes disent, ah, moi, quand j'ai allaité, ou les personnes parlent de leur propre parcours finalement, et ce qui est pas forcément adapté à l'autre personne en face, voire ce qui peut même créer plus de dégâts hein, par rapport à ce que la personne peut comprendre, interpréter. Encore une fois, peut-être une notion de culpabilité qui peut être transmise à se dire, ben mince, elle, elle a réussi, pas moi, ou autre chose. Alors que là, l'approche dont on parle avec les consultantes qui sont certifiées, c'est voilà, cette notion d'éthique est très importante avec la posture, la prise de recul et cette neutralité pour accompagner la personne dans sa maternité, dans son allaitement à titre individuel, hein. Oui, là, on parlait des personnes formées, mais il y a un accompagnement pour les mères qui est très aidant, c'est les réunions de mère à mère, où là, par contre, on a un échange d'expériences et, euh, et certaines mères sont plus à l'aise d'échanger avec d'autres mères et d'autres expériences plutôt qu'avec des professionnels de santé qui peuvent des fois effectivement être jugeants ou un peu trop directifs dans les conseils. Donc c'est bien que ça existe aussi, comme ça chacun il trouve un peu son compte par rapport à son besoin. Et l'un n'empêche pas l'autre. Peut-être que ça peut être parfois l'ouverture aussi avant l'accès à d'autres choses avec des professionnels, hein. Et donc t'en parlais également là dans les sources que tu as citées, tu as parlé de la COFAM, donc la Coordination française pour l'allaitement maternel, dont tu es présidente depuis 3 ans. Quelles sont du coup les missions de cette association? Oui, donc la COFAM, la Coordination française d'allaitement maternel, donc j'étais présidente parce que ça vient de se terminer pour donner de la place à mon projet professionnel. Donc la COFAM, on coordonne la SMAM, donc la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Donc l'idée, c'est d'avoir un visuel commun pour parler de l'allaitement au niveau national et de donner un fil rouge. Donc la SMAM, elle a lieu la 3e semaine d'octobre. L'idée, c'est de donner un fil rouge et de donner de la visibilité à l'allaitement maternel et de mobiliser les différents acteurs professionnels, associations, mais aussi institutions, lieux publics, enfin tout, l'éducation nationale. Toutes les personnes mobilisables sont mobilisées pour la promotion de l'allaitement maternel. L'idée, c'est vraiment la promotion et la défense de l'allaitement maternel. La COFAM, elle fédère également les associations de soutien. Elle n'accompagne pas directement les parents, mais elle fédère les associations de soutien à l'allaitement maternel.
qu'on retrouve d'ailleurs dans l'annuaire. Et elle défend également le code de commercialisation des substituts de lait. L'idée de la COFAM, c'est vraiment de donner de la visibilité à l'allaitement maternel en consultant également les pouvoirs publics. Donc il y a eu un gros travail de fait avec des députés, les sénateurs, les ARS, le Haut Conseil de santé publique, la Direction générale de la santé, pour sensibiliser, parce qu'il y a des choses qui sont écrites, mais il y a très peu d'actions de fait en France. On a vraiment une absence de politique d'allaitement en France. Donc ça bouge un petit peu, mais c'est très lent. Et le gros du travail au niveau de l'allaitement, il est par les associations de soutien qui sont présentes en France. Récemment, il y a eu un numéro aussi de soutien réservé à l'Île-de-France. Mais globalement, il n'y a pas de politique d'allaitement en France. Donc, la COFAM permet de donner cette visibilité à l'allaitement et de sensibiliser. Et donc une association qui est engagée et qui rend visible un peu l'invisible, si je puis dire. Et à travers toi, tout ton parcours, justement, avec ces différentes casquettes, ces différentes expériences, tu as dû voir passer beaucoup de transformations. Comment est-ce que tu perçois l'évolution du regard qui est porté sur l'allaitement en France, avec peut-être des évolutions positives malgré tout, mais quels seraient aussi, selon toi, les défis qui restent encore à relever? Alors, le regard sur l'allaitement maternel, à mon sens, n'a pas beaucoup évolué, hein. C'est pour ça que on a encore des femmes qui se font injurier ou frapper en public, comme on a pu l'avoir, des femmes qui allaitent. On accepte, euh, on accepte des panneaux du salon de l'érotisme et d'un autre côté, on a du mal à avoir un bébé au sein, à avoir un bout de sein. Le sein était beaucoup le sein érotique et non pas le sein nourricier aujourd'hui. Donc ça n'a pas beaucoup évolué et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a accepté avec plaisir la proposition de l'agence de communication Le Vestiaire de Bordeaux qui nous a proposé une campagne Un seul regard qui a été déployée en France au moment de la SMAM de cette année pour vraiment acter l'allaitement. C'est un seul regard, c'est celui de l'enfant. Personne n'a à juger de ça, hein. C'est vraiment personnel. Donc ça n'a pas beaucoup évolué à ce niveau-là, au niveau du regard. Parce que par manque de politique d'allaitement et de visibilité. C'est vrai que si on avait des spots de pub, voilà, l'allaitement, un impact sur la santé, que c'est naturel, c'est la continuité de la grossesse, bah, on aurait une autre vision de l'allaitement. Ce qui a donné un gros frein à l'allaitement, c'est effectivement publicité et les gros lobbying sur les fabricants de lait industriels qui ont mis des gros budgets depuis la Covid avec les réseaux sociaux où là ils se sont vraiment infiltrés. Et voilà, on sait que le non-respect du code de commercialisation, de toutes ces entorses au code faites par les laboratoires de lait industriel ont un impact sur les taux d'allaitement. Les pays qui ont fait un peu plus respecter ce code ont vu des taux d'allaitement augmenter. L'Australie qui a mis un gros budget, qui a mis une politique d'allaitement en place, a fait grimper ses taux d'allaitement de 25 à 50% en très peu d'années. Donc on sait qu'une politique d'allaitement a un réel impact sur les taux d'allaitement. Et une politique d'allaitement, ça veut dire aussi on regarde l'allaitement différemment.
Ouais, c'est ça, parce que là, on revient sur ce que tu disais aussi avant, hein, ce côté primaire et le côté voilà, nourricier de l'allaitement avec la notion de santé, hein, in fine, pour l'enfant, puisque c'est quand même la chose qui est la plus naturelle pour lui, la plus riche, et en tout cas ce qui lui convient le mieux pour répondre à ses besoins. Un des défis principaux, c'est aussi le poids du regard des autres. Avec voilà, l'allaitement, c'est quand même un sujet intime, mais aussi un sujet sociétal avec beaucoup de préjugés, d'idées reçues que tu viens d'évoquer ici. Ça suscite encore beaucoup de commentaires, de jugements, de débats. L'objectif, c'est d'ouvrir un peu le champ des possibles par rapport à ce podcast sur tout ce qui se cache derrière ce mot allaitement. Et comme je le dis souvent dans ce podcast, je parle souvent d'un village. Un village pour élever un enfant, un autre pour accompagner ceux qui les élèvent. Dans le cadre de l'allaitement, le rôle de l'entourage, du partenaire est aussi souvent déterminant. Comment est-ce que cet entourage peut-il peut-être vraiment soutenir la personne qui allaite? Alors, l'entourage peut être soutenant déjà en écoutant la mère. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que des fois on va penser à la place de la mère, on va la voir souffrir, pas bien, et on va penser que pour elle c'est mieux d'arrêter l'allaitement. Alors qu'une mère qui arrête un projet d'allaitement contre son gré, ça a vraiment un impact. Elle met un couvercle dessus, mais elle est souvent dans la culpabilité parce que c'est elle qui nourrit son enfant. Donc il y a aussi une charge, on met une charge sur les épaules de la mère hein, pour la prise de poids, pour plein de choses, puisque c'est elle qui va le nourrir de son lait. Au niveau de l'entourage, mais il y a plein de petites choses qui peuvent aider les mamans. Déjà, ça c'est pas que lorsqu'on allaite, mais quand on rentre à la maison, c'est effectivement pas trop de visites ou des visites assez claires, ou alors on va voir la maman, on lui propose de lui faire des petits plats, on lui propose de faire son petit ménage, voilà, on est là avec elle et on l'aide à faire des petites choses autour. Des bons petits plats, c'est toujours réconfortant. Le papa, bah, effectivement, il est là en soutien. Quand elle allait, ça peut être voilà, apporter un petit encas, lui apporter à boire, lui faire des petits massages. Parce que ça, c'est vrai que souvent, on est fatigué, on ne prend pas des bonnes positions. Voilà, si le papa il veut offrir un moment à sa compagne, ou enfin le papa ou le conjoint, euh, voilà, massage, de l'enveloppement, ce sera hyper bénéfique pour la maman. Et du coup, quand la maman va bien, quand le papa va bien, eh bien c'est bénéfique aussi pour le bébé. Une sorte d'osmose un peu entre tout le monde. Et on sent, voilà, à travers ce que tu dis, que pour au-delà voilà, du débat pour ou contre, c'est vraiment redonner aux femmes la liberté de choisir sans pression, en se recentrant sur leurs propres besoins, comme on le disait depuis le départ. Et il y a un autre terrain, du coup, où les choses bougent, même si voilà, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, c'est le monde du travail. Donc toi, tu travailles depuis un petit moment sur un projet qui te tient à cœur avec la création d'un label, le label E-Femmes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, ce nouveau projet? Oui, avec plaisir. Donc le constat en France, c'est que globalement, on a un environnement qui n'est pas favorable à l'allaitement. Donc on a parlé de différents points. Et dont la reprise du travail. La reprise du travail, c'est compliqué parce que les entreprises n'ont pas de politique de retour du travail pour accompagner l'allaitement maternel. Et donc l'idée, c'était vraiment toujours dans la même idée, c'est d'accompagner le projet d'allaitement des mères pour qu'elles souhaitent allaiter, mais aussi longtemps qu'elles le souhaitent. Aujourd'hui, une mère qui souhaite allaiter, donc quand elle a un projet d'allaitement avant l'accouchement, déjà entre le projet d'allaitement et le nombre de mamans qui allaitent, on en a beaucoup moins. Et à la reprise du travail, bah, c'est souvent là qu'on a des arrêts d'allaitement parce que c'est pas accompagné, puis il faut dire ce qui est, elle trouve ça insurmontable. Quoi. Et déjà, une maman, elle est absente pendant un certain temps, elle va reprendre le travail, elle va se mettre dans un petit trou de souris, reprendre son travail, reprendre son rythme, avec un bébé qui parfois nous fait toujours passer nuit, donc un état de fatigue.
Euh, donc, elle va, elle va trouver ça insurmontable ou en tout cas compliqué. Donc l'idée à la reprise du travail, c'est effectivement d'un côté accompagner les mères en consultation, mais l'idée c'était vraiment de rendre l'environnement à la reprise du travail favorable. Et donc l'idée, c'est la création du label E-Femmes, entreprise favorable à l'allaitement maternel. L'idée, c'est de proposer aux entreprises vraiment un accompagnement pour accueillir une maman à la prise du travail qui souhaite allaiter. Donc ça a beaucoup d'intérêt. Donc ça a un intérêt, je dirais le premier, c'est un intérêt santé pour la mère et l'enfant. Donc en accompagnement le projet d'allaitement, l'entreprise va avoir un impact santé sur la mère et l'enfant parce qu'on connaît les bénéfices pour l'enfant, mais on connaît un peu moins les bénéfices santé pour la mère, qui sont la protection de certains cancers et des maladies métaboliques. Donc, en favorisant cet allaitement maternel, l'entreprise va du coup avoir un impact sur la santé et de la mère et de l'enfant. Ça va aussi avoir un intérêt pour l'entreprise puisque un enfant qui est moins malade, bah, c'est une maman qui est moins absente. Donc au niveau de la présence, de l'absence plutôt de la mère, on a un réel impact. On va avoir aussi une salariée qui va être bah, beaucoup plus sereine, qui va être beaucoup plus motivée. Donc on a un impact sur la productivité en fait du salarié. On a également un impact direct sur bah, la marque employeur, puisque on est voilà, ce sont des sujets qui sont très présents, RSE, QVCT, accompagner l'allaitement maternel, la parentalité, ça a un impact considérable. Et donc l'idée de créer ce label, c'est vraiment d'accompagner les entreprises pour que ce soit le plus facile pour elles, le plus rapide, et qu'elles ne voient pas ça comme un sujet insurmontable. Donc l'idée du label, c'est vraiment avoir une politique d'allaitement dans l'entreprise, c'est-à-dire que dès le recrutement, l'entreprise mettra en avant ce côté QVCT de si un jour vous êtes enceinte et vous souhaitez allaiter, nous sommes une entreprise favorable à l'allaitement maternel. Tout sera organisé pour ça. Ensuite, on aura la formation dirigeant RH pour que ce soit pas juste un local mis en place. C'est-à-dire que on prend conscience, on sait pourquoi on met ça en place, l'intérêt et l'impact que ça a, l'allaitement maternel. Il y aura bien évidemment un local dédié ou en tout cas une organisation dédiée pour faciliter l'expression du lait de la mère. Donc soit on a une crèche d'entreprise et la maman elle peut aller allaiter directement son bébé à la crèche, ou soit elle est pas à côté de son enfant et du coup elle exprime son lait. Elle peut le faire manuellement, ça va un petit peu plus vite au tire-lait quand même. Et donc avec du matériel adapté, on exprime son lait assez rapidement. Et du coup, la maman, elle peut intégrer ces moments, ces rituels. Moi, des fois, j'ai des mamans qui me disent, moi, j'ose pas trop en parler à l'employeur, ça va faire des moments de pause avec mon travail, c'est difficile. Et là, souvent, je mets en parallèle, je leur dis, bah, peut-être que dans l'entreprise où vous travaillez, il y a des fumeurs. Bah oui, oui. Bon, alors est-ce que les pauses de cigarettes sont déduises du temps de travail? Est-ce que c'est un sujet qui est abordé? Je ne pense pas. Donc ça permet de déculpabiliser la mère. Donc j'ai rien contre les fumeurs et les addictions, enfin c'est un autre sujet. Mais ça permet de déculpabiliser la mère et aussi de mettre en lumière auprès de l'employeur qui pourrait se dire oh là là, c'est voilà, ça va prendre du temps, ça va. C'est de décomplexifier ça à la reprise du travail. C'est vraiment de montrer à l'employeur que, de lui montrer tous les bénéfices et de lui montrer que ça va être simple, rapide et efficace et que les bénéfices seront aussi bien de son côté que du côté de la mère, quoi.
Oui, en fait, à travers ce que tu dis, en changeant ne serait-ce que voilà les mentalités, les croyances, parfois même des fausses croyances, parce que comme tu le dis, des mères vont s'auto-censurer à dire j'ose pas, alors que dans l'entreprise, peut-être que finalement on n'est pas tant fermé que ça, mais rien n'est vraiment mis en place. Grâce à ça, les choses sont claires, sont dites, sont pensées et réfléchies le plus en amont possible. Moi, je trouve ça très bien et assez novateur le fait de mettre en place des politiques d'allaitement et d'en parler dès le recrutement, parce que ça peut clairement faire la différence. Là, c'est un peu la casquette RH qui, qui parle de mon côté, mais ça peut clairement faire la différence dans le fait d'attirer, de fidéliser des talents, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge, il y a de plus en plus de jeunes aussi, des jeunes qui ont revu, leur façon de voir un peu, l'équilibre, vie pro, vie perso, qui ont des priorités qui sont un peu différentes. Donc, l'idée, c'est de faire un peu, cohabiter tous les âges et toutes les populations. Et une politique comme ça peut permettre de se dire: «Bon, bah, OK, si je rejoins cette entreprise, je sais que je pourrais vivre cette maternité ou cette paternité aussi». Parce que je me dis qu'un papa, qui rejoint une entreprise comme ça, bah, voilà, va pouvoir aussi parler de cette entreprise, autour de lui. Donc voilà, c'est du gagnant-gagnant et encore une fois avec in fine, toujours le même souci et c'est bien parce que c'est ce que tu avais précisé là aussi encore une fois en premier, c'est cette notion de santé. Celle de la mère, parce que oui, on n'en a pas parlé juste avant, mais c'est vrai que, voilà, il y a tout un tas de cancers qui peuvent être, en tout cas évités ou en partie grâce à l'allaitement parce qu'il y a des vrais plus, aussi pour la santé de la maman. Mais voilà, in fine, on travaille pour, la santé d'un enfant, donc des adultes de demain. Donc c'est complètement être dans l'air du temps que pour les entreprises de s'intéresser, à la parentalité, à l'allaitement et oui, une maman qui revient, un allaitement, on le disait, il y a des dissonances avec, ce qui est préconisé oralement. Le fait de dire oui, un enfant aurait besoin d'être allaité sur les 3 premières années de sa vie et cetera et le fait qu'on nous dise: «On reprend le travail au bout de 3 mois» et finalement, bah, voilà, comment on fait coordonner tout ça? Donc l'idée, c'est que les entreprises puissent s'emparer de ce sujet et ce que tu crées là, ce label, avec, cette notion très, voilà, encore une fois, l'éthique, on sent ça derrière, le fait que ce soit sécurisé, que ce soit cadré, que ce soit réfléchi. On parle de salle d'allaitement, c'est important que ça existe parce que, bah, c'est aussi une possibilité, voilà, pour les mamans qui pourraient pas allaiter leur enfant, dans une crèche, sur place, de pouvoir le faire, de conserver le lait dans des bonnes conditions et de s'accorder ce temps pour elles et pour leur bébé aussi. C'est un moment dans la journée, voilà, où elles ne rompent pas finalement ce lien complètement avec leur enfant non plus. Mais ça s'arrête pas là. Ça, on parle de cette politique, donc c'est vraiment une culture, des valeurs, des choses qui doivent être vraiment mises en place. C'est-à-dire qu'on va pas dire oui pour au final faire ressentir non. C'est que voilà, on met vraiment des choses qui sont concrètes en place. Et tu parles de cette formation aussi des RH et des managers qui, je pense, est un sujet aussi très essentiel parce que c'est eux qui seront les précurseurs aussi de cette démarche. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? En quoi consisteraient les formations? Sur quelles thématiques pourraient être sensibilisés ces professionnels? Ah bah, les formations seront vraiment pour déjà resituer le contexte de l'allaitement en France, les difficultés que rencontrent les mères pour allaiter aussi longtemps qu'elles le souhaitent. On a des recommandations santé qui sont de l'allaitement exclusif pendant 6 mois, puis en complément de la diversification jusqu'à 2 ans. On est sur des recommandations santé, ce ne sont pas des obligations. Mais les mères qui souhaitent allaiter ces temps-là n'y arrivent pas aujourd'hui. Donc ce sera de poser le contexte de l'allaitement, ses difficultés, l'environnement qui n'est pas favorable, et de leur faire comprendre que de mettre en place le label femme, c'est vraiment contribuer à cet environnement. Donc d'une part, de leur expliquer comment ça fonctionne l'allaitement, hein, la lactation tout simplement, parce que c'est important de savoir comment l'allaitement fonctionne pour se dire ah bah oui la maman elle a besoin de tirer son lait en milieu de matinée, en milieu d'après-midi, le midi, pour comprendre pourquoi elle a besoin de tirer ce lait pour son confort, mais également pour maintenir cette lactation et produire la quantité suffisante pour nourrir son enfant. Donc l'idée, c'est vraiment qu'ils aient conscience de tous ces points pour que ça devienne une évidence. C'est-à-dire que si ils ont conscience que pour maintenir une bonne lactation, il faut tirer régulièrement et que ce soit fait dans des conditions agréables pour avoir un maximum de lait, ils vont tout mettre en place pour ça. Il faut savoir, entre parenthèses, qu'il y a encore 15% des mères qui tirent leur lait dans les toilettes en entreprise. Donc au niveau de la formation, ce sera également de leur donner les bénéfices santé
pour la mère, pour l'enfant, et qu'ils aient toutes ces connaissances pour eux mettre en place leur politique d'allaitement au sein de l'entreprise. Tu disais au niveau RH, ça a son importance au niveau du recrutement. Je pense qu'un homme ou une femme, même s'il n'y a pas de projet d'enfant, de rencontrer une entreprise qui a mis ce type d'environnement en place, c'est plutôt quelque chose de positif et d'encourageant. C'est-à-dire que, voilà, même si on n'a pas de projet d'enfant, d'allaitement, on se dit waouh, cette entreprise, elle a mis ça en place. On prend vraiment en considération les projets des parents et on sait que ça a un impact sur l'entreprise. Donc, c'est plutôt intéressant. Et ça montre une belle image, effectivement, et je te rejoins, voilà, ça touche tous les humains, hein, en fait, qui composent l'entreprise, hein. Ce que j'aime, c'est que tu parles voilà, d'engagement, pas juste de confort, et c'est là que je trouve voilà, une très belle nuance, en tout cas, dans le discours. Quand on a échangé ensemble, du coup, tu évoquais une première entreprise prête à être labellisée, et je sais que tu as eu confirmation tout récemment. Donc c'est la société DTF à Saint-Étienne. Donc c'est une très belle étape pour la mise en place de ce label. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? L'histoire avec DTF médical, elle remonte en 2010, hein, quand j'ai créé la formation sur l'allaitement maternel, que j'ai eu le prix du moniteur. J'ai été invitée à animer un atelier à Pharmagora, un atelier sur l'allaitement maternel. Et c'est lors de ce salon que j'ai rencontré voilà, le dirigeant de DTF, fabricant de tire-lait depuis plus de 60 ans en fait. J'ai échangé avec Monsieur Massardier à ce moment-là, donc c'était en 2010. Et puis, de temps en temps, au cours des congrès, des différents événements sur l'allaitement, on s'est retrouvés et on a échangé régulièrement. Et puis, donc du coup, quand je lui ai parlé de mon label, c'est vrai que pour lui, il s'est dit, voilà, c'est dans la logique de notre entreprise et ce serait vraiment chouette qu'on mette en place ce label. Donc voilà, la prochaine, sûrement la prochaine entreprise et la première entreprise à être labellisée femme sera sûrement DTF. Donc je trouve ça aussi chouette dans le sens où voilà, quand j'ai vraiment commencé, il y avait des acteurs comme ça qui étaient déjà présents et qu'on suit. Voilà, je dirais pas la boucle est bouclée, mais je trouve que la boucle est intéressante en tout cas. Oui, ça fait sens et c'est un peu la suite logique, mais en tout cas, c'est une belle étape pour toi, pour ton label, et aussi voilà, une belle preuve d'engagement pour cette entreprise. Donc voilà, vous pourrez aussi peut-être suivre les avancées et pouvoir vous inspirer en tout cas de ce qui sera fait chez DTF pour pouvoir contacter Florence et vous aussi dans les entreprises, faire bouger les lignes sur l'allaitement et la parentalité. Donc finalement, ce label, c'est un peu un prolongement aussi de tout ce que tu défends toi depuis des années, hein, le fait de permettre aux femmes de vivre l'allaitement un peu comme elles le souhaitent sans être freinées en impliquant les différents acteurs, hein. Donc on l'a vu, hein, tu l'as précisé au début, l'idée c'est de pouvoir accompagner les femmes individuellement avec ces rôles de consultante en lactation et d'aller toucher les autres acteurs avec le monde de l'entreprise, puisque bah, voilà, l'allaitement ne s'arrête pas au moment de la reprise du travail et les politiques françaises n'évoluent pas forcément assez vite. Il y a voilà, des belles associations comme la COFAM qui existent pour porter cette voix et tu la portes à merveille, en tout cas pour eux aussi. Toi, aujourd'hui, tu as une vision à 360 avec cette partie terrain, cette partie formation, la coordination des acteurs de santé, pardon. Qu'est-ce que ça change dans ta façon d'accompagner les mères? Ça change pas mal de choses parce qu'effectivement, je suis préparatrice en pharmacie, donc j'ai le côté vision comptoir. Mais le fait d'avoir travaillé avec les différents acteurs de tous les horizons, médecins, PMI, maternité, les différents professionnels de santé, c'est là où j'ai une vision à 360. Et c'est hyper riche parce que du coup, au niveau de l'accompagnement, il est beaucoup plus global et beaucoup plus ouvert sur ce que je disais, les propositions, pistes pour les parents.
Donc c'est vrai que ce côté axe 360, moi j'en suis plus que ravie parce que voilà, quand j'échange avec les associations, ben, je sais ce qu'elles vivent, j'ai les retours terrain. Et comme j'ai les retours terrain des différents professionnels de santé, ça donne une vision globale et ça permet de mieux comprendre bah, les difficultés des mères et justement ce qu'on peut mettre en place pour les aider, quoi. Et ça rend les actions du coup concrètes avec voilà, la compréhension des enjeux et de ce qui se joue à différents niveaux. Quand tu regardes un peu le chemin parcouru, qu'est-ce qui te rendrait un peu le plus fier aujourd'hui? Bah, ce qui me rend fière, c'est l'aboutissement de ce label. Ce qui me rend fière, c'est tous les accompagnements de ces mères qui ont des fois pu allaiter, voilà, peut-être qu'un mois de plus ou autre. Ce qui me rend fière, c'est bah, d'avoir ces valeurs, cette éthique et ce professionnalisme qui peut faire la différence dans les accompagnements, dans les relations avec les professionnels de santé, les relations avec des députés, des sénateurs, des institutions. Donc, je suis ouais, fière de mon parcours parce que j'en ai pas trop parlé, mais en tant que préparatrice en pharmacie, c'est pas simple. Parce que on est aujourd'hui reconnu professionnel de santé, mais c'est très récent. Et être préparateur en pharmacie, on n'est pas pharmacien, on n'est pas médecin, on n'est pas pédiatre. Je dirais pas qu'on n'est rien, mais aux yeux des autres professionnels de santé, c'est compliqué. Et donc, il a fallu pousser beaucoup de portes, aller à l'encontre de beaucoup de préjugés. Et au vu de mon parcours, ça, je pense que je peux en être fière. Ouais. On sent que tu es voilà, porté par tes engagements et que voilà, quand tu es convaincu d'un sujet, passionné par ce sujet, je dirais presque que rien ne t'arrête à travers le parcours que tu démontres là, hein. Et pour conclure, du coup, si avais peut-être un message à passer aux jeunes parents et peut-être à celles et ceux qui les accompagnent de l'autre côté aussi, les partenaires, les professionnels de santé, les entreprises, de manière voilà, assez linéaire, qu'est-ce que tu pourrais donner comme message d'un côté comme de l'autre? Dédié aux parents, je leur dirais, dans le doute, tentez l'aventure. Tentez l'aventure, ça vous convient, ça vous convient pas. Pour les projets d'allaitement, entourez-vous de personnes formées, éthiques. Et si elles ne vous conviennent pas, n'hésitez pas à en changer. Pour les employeurs, ben, j'ai envie de leur dire, voilà, vous avez un levier pour vraiment faire la différence et changer l'environnement favorable à l'allaitement maternel. Donc, je vais forcément les encourager à se labelliser et à commencer cette belle aventure. Et puis, un rêve ben, celui d'une vraie politique d'allaitement au niveau du ministère de la Santé. Ça serait très chouette. Écoute, sait-on jamais, peut-être que le message passera à travers ce podcast. En tout cas, merci, merci Florence pour la richesse de tes propos, pour ton engagement et pour cette vision à la fois bienveillante, éclairée et pragmatique de l'allaitement. Cet épisode rappelle que l'allaitement n'est pas juste un geste biologique, mais c'est à la fois une histoire d'amour, une histoire de corps, une histoire de choix et de société. Et qu'au-delà des débats, il y a surtout des femmes, des familles et des professionnels qui sont engagés pour que chacune et chaque famille puisse vivre ce choix librement, entourée et respectée. À très bientôt pour un prochain épisode de Mercredi. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous en janvier pour un nouvel épisode de Mercredi. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.